Imaginez qu'il pleuve tellement que l'île de France soit engloutie sous les eaux. À votre avis, est-ce que c'est possible? Alors, on va répondre à cette question tout de suite dans un nouveau scénario de l'extrême. C'est parti, jingle. Guillaume Tirel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chercheur en hydrologie à l'IRSTEA, c'est ça, et c'est vous qui allez nous aider à répondre à cette question. Alors peut-être avant, présentez-vous rapidement. Oui, Qu'est-ce que vous faites? donc bonjour à tous. Moi, je suis hydrologue, je suis chercheur à IRSTEA, qui est un institut de recherche qui s'intéresse à l'environnement et à l'agriculture. Et je suis basé à Antony, donc tout près d'ici. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'hydrologue, c'est les débits des rivières. Donc, qu'est-ce que c'est que les débits? C'est un peu comme ce qu'on voit ici pour cette animation. Donc ici, c'est un péage avec le nombre de voitures qui passent au péage pendant un temps donné. Et les débits, c'est la quantité d'eau qui passe pendant un temps donné. Donc c'est ce que j'étudie. Et mon rôle plus spécifique, c'est la modélisation de ces débits et l'étude de l'impact du changement climatique sur les débits. Bon alors, l'île de France, notre scénario de l'extrême, c'est quand même l'île de France engloutie sous les eaux. On a du mal à y croire. Est-ce que c'est vraiment possible? Alors c'est vrai que le scénario où l'île de France serait sous 50 mètres d'eau, c'est pas possible. On n'est pas dans un film catastrophe, ça va pas arriver du jour au lendemain. En revanche, ce qui peut très bien arriver, c'est des inondations. Donc ça, il y en a déjà eu pas mal dans le passé sur l'île de France et sur Paris. Donc vous vous rappelez tous de celle de 2016, qui est très récente, on en a parlé dans les médias. Mais il y a eu beaucoup plus fort dans le passé, donc notamment en 1910. Donc on a déjà eu plusieurs scénarios assez extrêmes. Et je crois d'ailleurs que celle de 1910 était particulièrement intense, forte, comme crue. On a atteint jusqu'à 8,62 m, je crois, le niveau comme niveau de la Seine. Est-ce que vous pouvez un peu nous rafraîchir la mémoire et nous dire ce qui s'est passé, voilà. Oui, bien sûr. Alors la crue de 1910, c'était une crue exceptionnelle en intensité. Donc elle avait eu lieu au mois de janvier, donc après un automne très pluvieux. Donc on avait eu de fortes pluies et du coup en janvier, de nouvelles fortes pluies ont provoqué ces crues très intenses. Donc ce qui était exceptionnel aussi, c'est que cette crue a duré un mois et demi. En revanche, en 2016, la crue a eu lieu au mois de juin. Donc là, c'est un peu plus inhabituel parce qu'au mois de juin, on est censé avoir des sols plus secs. Mais là encore, le mois de mai avait été très humide. On avait eu beaucoup de pluie et du coup, au mois de juin, on a eu une forte réaction de la Seine lorsque des pluies fortes ont eu lieu. Donc la crue de 2016 a été moins exceptionnelle, mais elle a été beaucoup plus inhabituelle par rapport à la période à laquelle elle a eu lieu. D'accord, donc deux crues, mais pas à des moments de l'année identiques. Bon, on en revient quand même à notre scénario, l'île de France engloutie sous les eaux. Si jamais ça se produisait, si jamais voilà, on avait là tous les pieds dans l'eau à l'heure actuelle, à quoi ce serait dû? Alors c'est un peu difficile de répondre simplement à cette question. C'est vrai qu'on a toujours envie de dire à chaque fois qu'il y a un événement, c'est le changement climatique. Mais le fait est que les phénomènes extrêmes sont beaucoup plus complexes. C'est une accumulation de phénomènes différents. Donc par exemple pour celle de 2016, c'est difficile de dire qu'elle est due au changement climatique. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les précipitations ont eu lieu au sud de Paris, donc une zone où il n'y a pas de barrage pour les atténuer. Donc ce qui s'est passé, ce n'est pas forcément le changement climatique, mais un concours malheureux de circonstances. Alors, vous nous dites que le changement climatique n'y est pour rien, et pourtant, on entend souvent dire qu'il y aura peut-être une augmentation de ces phénomènes liés justement au changement climatique, au réchauffement climatique. Alors, est-ce que notre scénario de l'extrême, justement, le fait que l'île de France soit engloutie sous les eaux, va pas devenir réalité dans quelques années? Alors, pour répondre, je vais vous donner le micro, ce sera plus pratique. Donc en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui se penchent sur le sujet. Donc ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que par exemple, les crues très intenses qui sont dues à des phénomènes localisés et intenses, donc les orages, devraient être plus forts à l'avenir. Donc ça, on le sait avec certitude. En revanche, en ce qui concerne les crues à plus large échelle, donc comme celle de 2016, on n'est pas capable de le dire. Donc il faut bien différencier les crues par débordement de rivière, comme on voit sur cette animation, des crues par ruissellement, qui sont ici, qui touchent des zones qui sont plus urbanisées, donc par exemple les villes d'Île-de-France. D'accord. Et comment vous arrivez justement, vous, à faire ces différences, à savoir quel impact aura le changement climatique ou pas? Petite question supplémentaire là.
Alors en fait, nous en tant que chercheurs, notamment à RCA, on s'intéresse au modèle hydrologique. Donc on s'insère dans une chaîne d'estimation des aléas hydrologiques, des crues. Donc il y a plusieurs acteurs à cette chaîne. Il y a Météo France tout d'abord qui produit les scénarios de précipitation. Ensuite, si on s'intéresse à la prévision des crues, il y a ce qu'on appelle les services de prévision des crues. Et enfin, en dernier lieu, on a l'alerte qui est faite aux populations par les mairies et par les préfectures. Donc là où nous, on intervient chercheurs, c'est au niveau des modèles hydrologiques. Donc on essaie d'améliorer ces modèles hydrologiques pour les rendre plus performants pour la prévision des crues ou pour l'étude de l'impact du changement climatique. Et donc notamment, notre modèle hydrologique développé à RCA est utilisé dans la plateforme vigicru.gouv.fr qui met à disposition du grand public des prévisions de crues sur toute la France. Bon alors, ok, donc ça veut dire que les fleuves et les rivières de France, en tout cas d'Île-de-France, sont sous haute surveillance là à l'heure actuelle. Et nous-mêmes, on peut aller sur ce site pour regarder si la rivière qui est à côté de chez nous pourrait déborder ou pas et quelles seraient les conséquences. C'est ça, hein. Oui, oui. Mais imaginons maintenant que j'habite à plusieurs kilomètres. Je reviens à notre scénario de l'extrême toujours. Ouais. Imaginons qu'on habite à plusieurs kilomètres de cette rivière ou de ce fleuve. Est-ce que je pourrais vérifier précisément si je serais impacté ou pas? Parce que là, ça marche autour, à proximité, mais si on étend un peu. Alors, en fait... Est-ce qu'il ne faut pas améliorer encore le dispositif? Donc nous, en fait, on essaie d'améliorer nos modèles. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de raffiner l'échelle de modélisation, donc aller vers des échelles beaucoup plus fines, beaucoup plus précises. Donc on améliore nos modèles hydrologiques. Et ce qu'on essaie aussi de faire, c'est d'améliorer notre communication avec les décideurs, avec les gestionnaires, parce que même si on a le modèle le meilleur possible, il y a toujours une étape de communication aux acteurs qui doivent prendre les décisions, qui est très importante. Et donc c'est aussi un des enjeux de recherche qu'on a encore à l'heure actuelle. D'accord. Bon alors, une dernière question, toujours pour en revenir donc à notre scénario, l'Île-de-France engloutie sous les eaux. À votre avis, en tant que scientifique, quand on sera englouti sous les eaux comme en 1910, ça peut se produire quand? Alors quand sera la prochaine grande crue, la prochaine crue centenale? Donc pour 1910, on a parlé de crue centenale. Il faut savoir que centenale, ça ne veut pas dire une crue qui a lieu tous les 100 ans. Donc les crues, ce n'est pas cyclique. Donc une crue centenale, ça veut dire qu'il y a une chance sur 100 de se produire chaque année. Donc en tant que scientifique, on n'est pas capable de dire quand aura lieu la prochaine grande crue. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans? Mais ce qu'on est capable de dire, c'est est-ce que cette crue centenale, qui est censée arriver une fois sur 100 tous les ans, est-ce qu'elle arrivera plutôt dans le futur une fois sur 50, donc plus souvent, ou une fois sur 200? Et donc c'est à ce genre de questions qu'en tant que chercheur, on essaie de répondre. Bon, vous nous avez un petit peu rassurés, mais pas trop non plus. Mais vous allez pouvoir continuer d'en parler tout de suite avec Fred. Je vous invite à le rejoindre sur le forum. Merci Guillaume Bonnet. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. À partir de quand on a les pieds dans l'eau, jusqu'où on a les pieds dans l'eau, jusqu'aux genoux, ne nous faites pas trop peur. On peut parler des sécheresses aussi, c'est très important. Moi, il y a une petite chose, si vous avez des questions dans le public, regardez, notre ami Axel qui est là et Jules avec la caméra, ne vous privez pas, c'est la fête de la science, on est là pour répondre à vos questions. Alors, une petite chose qui me gêne un peu quand même, je croyais que 1910 ne pourrait pas forcément se répéter parce qu'en amont, bien en amont de Paris, on n'a pas créé des grands réservoirs d'eau qui servent de zone tampon. Si, exactement. On a 4 grands lacs réservoirs qu'on appelle les grands lacs de Seine. Donc, ils sont situés en amont de 3 affluents de la Seine et de la Seine. Ouais. Donc, le problème, c'est qu'ils ne couvrent qu'une petite partie du bassin de la Seine. D'accord. Donc, ils ne sont pas capables de protéger l'ensemble du bassin versant. Et par exemple, on estime que ces grands lacs de Seine, ils ne sont capables de réduire le niveau de l'eau à la Seine à Paris que de 20 ou 30 cm selon les événements. D'accord. C'est pas ce genre pas de la lac, solution miracle. C'est pas ce genre de lac réservoir qui vont baisser le niveau de l'eau de 2 mètres à Paris. D'accord. Et en plus, s'il pleut en aval de ces lacs, c'est foutu. Voilà, c'est ce qui s'est passé en 2016. Le gros de la pluie a eu lieu sur la rivière du Loing, qui n'est pas située en amont de ces barrages. Et du coup, on estime que les grands lacs ont fait baisser le niveau de la Seine à Paris de 5 cm seulement.
Seulement. D'accord. Après, chaque centimètre compte dans Paris. On parle de Paris, là, mais tout le monde nous regarde. En France, il y a des gens qui sont partout en France. De façon générale, je sais que la réponse est peut-être un peu compliquée, mais Oui. à quoi on peut s'attendre? Plus d'inondations dans les années, les décennies à venir? Moins d'inondations? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, on n'est pas capable de donner une réponse très simple et très claire. C'est vrai que nos scénarios pour les 30, 50, 100 prochaines années, ils ne sont pas très clairs à ce niveau-là. Donc sur les grandes crues, sur de grandes surfaces, on n'est pas capable de répondre. D'accord. En revanche, ce qu'on sait dire, c'est, comme je viens de l'expliquer, les crues très locales, Oui. sur les événements très intenses, là on sait qu'ils devraient s'intensifier. D'accord. C'est un peu comme le phénomène des cyclones, c'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes qui vont être plus intenses d'un C'est seul ça, coup. c'est ça. D'accord. Je voudrais qu'on parle aussi des sécheresses, Oui. parce qu'on entend pas mal dire quand même qu'à l'avenir, alors quand on dit à l'avenir, allez, on va se projeter en 2050, c'est pas si loin que ça, dans une trentaine d'années, il paraît que le niveau de nos cours d'eau, de nos rivières, de nos fleuves va baisser considérablement. Oui, exactement. Donc, les climatologues nous indiquent que dans les prochaines années, on va avoir une augmentation de la température de plusieurs degrés. Donc, mécaniquement, on aura plus d'évaporation des sols. Et ça va se traduire dans les rivières par une baisse du niveau des rivières. Donc, on estime que selon les régions, qu'on se situe dans le nord-est de la France ou dans le sud-ouest, on va avoir des baisses des débits moyens des rivières de 10, 20, 30, 40%. Jusqu'à 40%, Ça pourrait des arriver. rivières qui vont avoir des débits jusqu'à 40% en moins l'été, je suppose. Enfin, dans les périodes... Alors, Ah, ça peut être en moyenne sur l'année, mais le phénomène sera aggravé pendant l'été. ouais. Donc la période où on a déjà le moins d'eau en France. D'accord. Guillaume, on a une question dans le public. Mais bien sûr, Fred, on a une question. C'est Léa qui se posait une question. Je vais lui laisser poser elle-même. Il se passe quoi si les réservoirs ils se percent un jour? Est-ce que vous avez entendu? Si le Oui, réservoir se casse, si les réservoirs se percent, les fameux réservoirs qui En sont amont. en amont de Paris. oui, alors il faut savoir que ces réservoirs, ils sont vraiment surveillés de très très près, donc par les gestionnaires et aussi par des chercheurs qui les ont conçus pour qu'il n'y ait pas de problème. Et en fait, ils sont gérés aussi de telle manière qu'on n'arrivera jamais à un niveau complètement plein. Donc, alors, C'est pas en comme prin- j'allais dire un barrage. On ne souhaite pas non plus que les barrages cèdent, mais c'est pas un phénomène comme ça qui pourrait d'un seul coup déverser toute l'eau Alors, sur la région C'est parisienne. très très peu probable sur les barrages, sur les grands lacs de Seine. Alors c'est vrai que c'est déjà arrivé dans des barrages dans le monde, encore récemment, il y a 1 an ou 2. Alors j'aurais envie de dire qu'il y a très peu de chances que ça se produise. Après, si ça se produit, c'est une grande vague d'eau qui va déferler sur quelques kilomètres en bas du barrage. On a encore quelques minutes pour prendre vos questions. N'hésitez pas, surtout. On va en revenir un petit peu à l'histoire des sécheresses, parce que ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est quand même, on s'y attend pas, des rivières qui pourraient avoir un débit qui diminue de 40%. Alors, est-ce qu'on peut voir les conséquences que ça aurait, les passer comme ça, les unes après les autres? Alors, graves conséquences, on l'a vu il n'y a pas très longtemps pour l'agriculture. Oui, alors c'est vrai qu'on l'a vu récemment, là, il y a encore quelques semaines, on avait 87 départements en arrêté sécheresse. Donc les conséquences, elles sont multiples, parce qu'on a beaucoup d'éléments qui dépendent de l'eau dans les rivières. Donc l'agriculture, il y a aussi les centrales nucléaires qui utilisent l'eau pour se refroidir. On a aussi l'alimentation en eau potable. L'alimentation en eau potable, bien sûr, parce qu'il faut rappeler quand même que l'eau que l'on boit au robinet, elle ne vient pas des sources ou des nappes phréatiques. Parfois, on la prend dans les fleuves. Voilà, c'est un mélange, un mélange. d'eau qui vient des fleuves et d'eau qui vient des nappes souterraines. D'accord. Notamment à Paris, c'est vraiment un vrai mélange entre ces deux sources. D'accord. Axel, monsieur Axel, dans le J'ai une public. question de Amine qui se posait des questions assez précises. Oui, c'est sur les aménagements qui vont avoir lieu dans l'avenir. Je pense notamment au canal Seine-Nord. Est-ce que c'est des infrastructures qui vont avoir un impact sur la gestion des crues dans la Seine? Ou dit autrement, est-ce que c'est prévu dans les différentes modélisations qui ont été faites sur les crues de la Seine? Alors dites-nous, c'est quoi cet ouvrage? Donc c'est un ouvrage qui va relier en gros le bassin parisien disons au Benelux, à la Belgique, le nord de la France. Oui. Donc il est créé pour faire naviguer des grandes péniches, donc des marchandises. Il ne va pas être du tout utilisé pour gérer les crues. C'est pas du tout son rôle et il n'est pas dimensionné pour ça. D'accord. Merci pour cette question. On parlait des sécheresses tout à l'heure. Il y a des conséquences forcément aussi pour
les centrales nucléaires, non? Oui, donc Parce que les centrales nucléaires, vous savez, il y en a beaucoup, pas toutes, mais qui sont sur le bord des fleuves et qui utilisent l'eau des fleuves pour pouvoir refroidir les systèmes, les dispositifs. c'est ça. Donc elles sont soit au bord des fleuves, soit au bord des océans ou des mers. Donc si on a moins d'eau dans les rivières, l'eau qui est utilisée par les centrales nucléaires, elle va être de plus en plus chaude. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, et ça arrive déjà de temps en temps, on est obligé de mettre à l'arrêt les centrales nucléaires parce que l'eau rejetée par ces centrales est trop chaude. Et ça a des conséquences sur la vie aquatique. Donc il y a des normes réglementaires qui font qu'on n'a pas le droit de rejeter l'eau au-delà d'une température donnée. D'accord. Alors, on est en train d'aborder un sujet passionnant. J'allais vous dire quelles sont les solutions. Mais vous, en tant que scientifique, vous êtes là pour faire les constats. Les solutions, vous pouvez en proposer. Après, les décisions, elles ne relèvent pas trop des scientifiques, quoi. Hein. Donc, Oui. C'est vrai que ce n'est pas notre rôle de prendre des décisions. Donc nous, on apporte un constat, on apporte des outils qu'on essaie de développer pour améliorer la connaissance du système et comment on pourra gérer tout cela dans le futur. Mais on ne va pas aller dans la... en tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas aller dans la décision... Bien sûr, voilà. vous ne pouvez pas. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume Tirel.